Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Imo Stories. C'est le podcast qui vous plonge dans les coulisses de l'entrepreneuriat, dans l'immobilier. Je m'appelle Thomas Reynaud, je suis CEO et cofondateur de GarantMe et j'ai un objectif assez simple. J'aimerais vous faire découvrir les parcours de celles et ceux qui font l'immobilier. C'est un secteur qui me passionne, qui nous concerne tous dans notre quotidien. J'ai donc lancé ce podcast en partenariat avec l'ESPI, c'est l'École supérieure des professions immobilières. Je remercie l'ESPI de nous soutenir dans cette aventure. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de spécial, Aurélien, qui est cofondateur de Victor Investissement, une galaxie de sociétés autour de Victor Investissement. Il va nous en parler. L'objectif est de découvrir son parcours, comment il est arrivé dans l'immobilier, ses succès, mais aussi ses échecs. On aime bien en parler. Salut Aurélien. Salut Thomas. Merci de venir aujourd'hui, nous donner de ton temps. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous présenter Victor Investissement ? Qu'est-ce que c'est comme société et puis quel est ton rôle ? Ouais, bien sûr. Du coup, je suis le dirigeant de Victor Investissement et comme tu le disais, des sociétés qui vont avec. Victor Investissement, aujourd'hui, c'est une galaxie de sociétés qui a pour but de répondre à tout l'écosystème locatif. Donc, sur l'investissement locatif, on a à peu près 50 millions d'euros de volume de transactions à l'année sur 4, on va dire, principales sociétés qui sont une société de gestion locative pour la gestion de biens qui serait comparable à une agence de gestion immobilière. On a la société de conseil en investissement locatif qui est Victor Investissement. On a la société de conseil pour le marchand de biens, donc l'achat et la revente de biens immobiliers qui s'appelle Victor Capital. Et on a une société qui est en cours de constitution qui s'occupe des travaux, donc des travaux aussi bien de nos biens achat-revente que de nos biens locatifs. Donc vous accompagnez un investisseur du moment où vous identifiez un bien à acheter jusqu'à la gestion, voire la revente de ce bien. Exactement. Les investisseurs qui se disent qu'il faut qu'ils fassent levier, emprunt bancaire, qu'ils investissent dans la pierre comme les 2 tiers des Français. 2 tiers des Français qui se le disent mais qui ne le font pas forcément. Nous, notre rôle, c'est d'être facilitateur et de montrer aux gens que déjà, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Et ensuite, que certes, c'est du temps. Donc nous, on va s'occuper de ça pour eux, pour leur libérer ce temps et leur assurer un investissement locatif réussi. Et qu'on se rende compte, à peu près 50 millions d'euros d'investissement, donc c'est annuel, j'imagine. Ça fait combien de transactions sur l'année ? Grosso modo, c'est 200 transactions à peu près sur l'année, avec évidemment des choses plus ou moins importantes. Le ticket d'entrée, c'est 80 000 euros, grosso modo. Donc c'est là où on se rend compte que c'est quand même accessible, d'autant plus qu'on parle de levier bancaire. Donc c'est pas avoir 80 000 euros de disponible sur son compte bancaire. Oui, c'est pas l'apport, les 80 000 Exactement, euros. c'est pas l'apport, c'est la banque. Dès 10 000 euros d'apport, il est possible de faire de l'immobilier. Donc ça, c'est un point à avoir en tête. Après, nos projets les plus importants vont jusqu'à 6 millions d'euros. Donc on voit qu'il y a une fourchette qui est relativement large. Évidemment, ce ne sera pas forcément les mêmes profils de clients, mais il y a de quoi faire un immobilier, quel que soit son budget, j'ai envie de dire, quelle que soit sa stratégie aussi. Et tout ça, c'est des choses qu'on discute avec nous, avec nos équipes. Et pour compléter cette introduction, peut-être un dernier chiffre. Tu me dis que vous faites 200 transactions sur l'année. Il faut combien de personnes pour faire ça ? On est une quinzaine de salariés du coup dans l'entreprise. Maintenant, au-delà de ces 15 salariés, c'est surtout le réseau de Victor Investissement qui fait notre force et qui nous permet de faire ça. On a les agents immobiliers en première ligne qui nous permettent de sourcer des biens, notamment off-market. On a aussi les notaires qui en local. Le off-market, c'est quelque chose qui est très présent en ce moment. Ouais, c'est surtout en ce moment. C'est-à-dire que les vendeurs ont peur des finances des acquéreurs. Ils ont peur d'avoir des refus de prêt. C'est une peur qu'ils retranscrivent sur les agents immobiliers qui, eux, cherchent des clients solides. Ces clients solides, nous, on est capable de leur amener. On leur a aussi prouvé par le passé. Les agents immobiliers qui travaillent avec nous une fois, en général, ils travaillent avec nous tout le temps par la suite. Parce que du coup, l'agent immobilier, il a peur de mettre l'offre sur une plateforme quelconque. Exactement. Parce qu'il a le tout venant des potentiels investisseurs. Il faut savoir qu'il y a 1/3 de refus de prêt sur le marché immobilier. Donc c'est de la perte de temps et une perte de temps, une perte de d'énergie. confiance et surtout potentiellement pour l'agent immobilier une perte de mandat. Si l'agent immobilier a fait perdre 3 mois à son client et revient avec un refus de prêt, le client soit peut revoir sa décision de vente et se dire finalement je ne vais pas vendre, je vais le garder, ou alors dire voilà, l'agent immobilier c'est votre responsabilité, je vous retire le mandat et je le confie à quelqu'un d'autre. Donc pour l'agent immobilier c'est un risque énorme, sachant que c'est des métiers qui sont payés quasiment que à la com. Donc nous, on a cet enjeu de leur sécuriser les transactions. Pour te donner un ordre d'idée, depuis nos débuts, on a fait à peu près 700 transactions. Sur les 700, je crois qu'on a dû en planter 2 ou 3. Et encore 2 ou 3, c'est le bout du monde. Alors qu'en moyenne, c'est 30%. En moyenne, c'est 30%.
Donc voilà, ça te dit pourquoi les agents immobiliers nous font confiance et ça nous permet d'avoir ce off-market qui derrière est aussi bénéfique pour nos clients. Puisque le principe du off-market, c'est pas d'avoir les choses qui ont traîné sur Se Loger ou Le Bon Coin pendant 4 semaines, c'est plutôt d'avoir des choses qui viennent de sortir, qui sont toutes fraîches. L'agent IMO, il sait aussi que s'il met ça sur Internet, il va se faire assaillir de coups de téléphone, alors qu'en passant par nous, il aura tout de suite un client fiable, un client qui lui achète. Donc c'est bénéfique pour tout le monde au final. Ok, donc 15 personnes, un réseau d'agents immobiliers, tu allais continuer sur d'autres acteurs? Ouais, bien sûr, on a ensuite les notaires, puisque nous, on a bien sûr un rôle. Nous, en fait, on a un regard business sur la transaction. Donc, on va être capable de faire un assessment de l'appartement, de l'immeuble, se dire est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a un loup, est-ce qu'il y a des choses cachées. On va être capable de déceler ça. Maintenant, le notaire, lui, de par ses compétences et surtout de par son maillage administratif, va être capable d'interroger la mairie, d'interroger tout un tas de bases de données auxquelles nous, on n'aurait pas accès. Un truc tout bête, c'est lui qui va regarder si le vendeur est bien propriétaire. Okay. Nous, ça, de notre ça peut arriver que ça nous est jamais arrivé, mais bon, si ça existe, c'est bien que ça doit arriver quelque part. Finalement, tu pourrais te procurer les clés là, du studio et me faire une visite et me dire que tu me le vends. C'est pas à moi, malheureusement. Rien ne me dit que tu es propriétaire ou pas. Donc, le notaire a ce rôle de contrôle. Et nous, on a un notaire en local sur chaque zone dans lesquelles on investit. Aussi pour avoir la sensibilité locale. Ok, donc les agents immobiliers, les notaires et puis... Les notaires, après, on a le réseau bancaire aussi. Pareil, on a des banques en local. C'est tout bête, hein, on investit aussi bien à Paris qu'en province. Un banquier parisien va être moins sensible à une ville de province que le serait le banquier qui est dans cette même ville. Quand tu dis sensible, c'est il va moins facilement financer. Exactement, parce qu'il va se dire mais en fait c'est une ville qui est perdue, ça va pas se louer, etc. Enfin, il va être craintif, c'est un banquier parisien. À l'inverse, un bon conseil à donner, c'est si tu investis en province, prends une banque locale. Un banquier local, absolument. Okay. Sachant que le deuxième conseil à donner, c'est que sur une banque locale, donc a priori une ville de province, une ville moins peuplée que Paris, potentiellement, à profil égal, c'est sûr, on aura plus de poids dans la banque de province. La banque de province a peut-être moins de personnes qui vont gagner 5 fois le SMIC, alors qu'à Paris, c'est plutôt c'est monnaie courante façon de parler, mais je veux dire, à Paris, il y a des profils... Les Parisiens vont encore bien se faire aimer par les provinciaux. Non, mais c'est-à-dire que à Paris, les revenus moyens sont plus importants, donc quand on va voir un banquier, forcément, on a un peu moins de poids. Ok, bon ça c'est un bon conseil parce que j'ai voulu investir en dehors de Paris et j'ai pas du tout fait ça. Ouais, peut-être pour ça que j'ai eu des difficultés. Ok, merci pour ce tour d'horizon. On va revenir sur Victor Investissement un peu plus tard dans l'échange. Mais un des intérêts pour moi, c'est aussi de parler de toi, de ton parcours. On essaye de publier ce podcast auprès d'étudiants en priorité pour leur faire découvrir des métiers. Comment t'en es arrivé à créer une boîte dans l'immobilier et à la diriger aujourd'hui ? Alors, je vais te décevoir, j'ai pas fait d'études en immobilier. Donc, désolé pour ça, désolé pour les étudiants qui font des études en immobilier. En réalité, le secteur immobilier, je pense, c'est avant tout une vocation, à mon sens en tout cas. Je ne suis pas né dedans, mais j'ai assimilé l'immobilier de par la verticale travaux. Moi-même, je suis très manuel, j'ai toujours aimé les travaux. Je me suis toujours amusé, quand tu es petit, à faire une cabane, comme beaucoup de gens, je pense, à ensuite faire rénover des appartements. Ensuite m'intéresser à des immeubles et me dire voilà, quels sont les travaux pour les optimiser, les diviser et puis de fil en aiguille en venir à l'aspect financier. Du coup, un immeuble divisé va permettre d'avoir plus de rendement locatif et du coup, c'est un placement financier intéressant. Donc ça m'a conduit depuis mes 18 ans à acheter de l'immobilier petit à petit. Okay. J'ai commencé par une chambre de bonne de 9 mètres carrés à Toulouse. Donc, il m'a coûté 20 000 €. Donc, c'est sûr. Tu as fait ton premier investissement à quel âge ? Premier investissement à 18 ans, dès que c'était possible. C'est vrai que c'est assez rare. Avec 20 000 €, j'ai eu la chance d'avoir 20 000 € d'héritage. Donc, j'aime bien dire qu'en même temps, hein, c'est sûr, tout le monde n'a pas 20 000 € pour débuter. Ça reste une somme. En même temps, je n'ai pas hérité de 300 000 €. Quoi. Oui, et puis ceux qui ont la chance de l'avoir vont pas forcément acheter de l'immobilier. En fait, c'est pas un réflexe qu'on a. Exactement. Après, j'aurais pu me dire, cool, 20 000 €, je me fais un voyage l'été et puis voilà, il me manque la moitié. Non, j'ai fait ce choix aussi par amour des travaux et amour de l'immobilier, de retaper une chambre de bonne que j'avais achetée 22 000 €, que j'ai revendue 4 années plus tard à 45 000 €. Et de fil en aiguille, en boule de neige, comme ça, j'ai pu me constituer un patrimoine. Très vite, après, j'étais étudiant, donc j'ai pu faire un prêt étudiant. Victor Investissement, c'est Aurélien Investissement. Ah oui, absolument. Absolument. À la base, Victor Investissement n'existe pas. C'est vraiment moi qui étais dans l'immobilier, mais plutôt personnellement, pas dans une volonté de conseiller en immobilier ou de faire de l'investissement locatif. Ensuite, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait du conseil en stratégie. Je conseillais les entreprises sur des logiques de M&A, donc
comment on dit en français, des Fusion-acquisition. entreprises, fusion-acquisition. C'était très intéressant. J'étais aussi bien dans le domaine de la banque que de l'automobile. Ça m'a permis de manager des grosses équipes, de voir comment aligner dans une même direction des gens de deux entreprises différentes qui n'avaient pas forcément la même vision. Donc ça, peut-être on en reparlera, mais ça me sert aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Tu veux dire que le job, c'était de post-fusion-acquisition? Post-fusion-acquisition, par exemple, c'est tout simple, se dire, il y avait deux façons de faire, quelle est la meilleure, laquelle on adopte. Évidemment, ceux pour qui on adopte la leur, ils sont très contents, les autres sont moins contents. Il faut être capable de faire preuve de pédagogie, d'expliquer que du coup, il y a une façon qui est mieux que l'autre, pourquoi on l'adopte, comment on forme les autres personnes. Et ça, c'est des choses que dans le métier au quotidien est hyper important. Quand on discute avec un entrepreneur ou avec un architecte, c'est pas du tout la même vision des choses. Quand on discute avec un client ou avec l'entrepreneur, c'est pas du tout la même vision des choses. C'est comme tout dans le business, chacun veut tirer un petit peu la couverture de son côté. Nous, on a ce rôle en fait de facilitateur, on est entre les deux et on doit être capable de faire la part des choses, d'expliquer à chacun quel est le rationnel et ce sur quoi ils ont raison, ce sur quoi ils ont moins raison. C'était un peu un job de chef d'orchestre que vous avez aujourd'hui finalement chez Victor Investissement. C'était exactement la même chose. Et du coup, ce rôle de consultant m'a fait côtoyer des collègues qui avaient cette capacité d'endettement, cette capacité d'emprunt auprès de la banque. Au début, c'était des conseils un petit peu comme ça, à la pause café ou le soir. Et puis c'est là où j'ai rencontré Raphaël, du coup mon associé actuel, qui lui aussi était en conseil, lui aussi avait de bons contacts, lui aussi à titre perso s'intéressait à l'immobilier. Et du coup on s'est dit, mais en fait il faut créer cette entreprise. Il y en a quelques-unes qui existaient à l'époque, mais pas tant. Les grosses qu'on connaît aujourd'hui n'existaient pas non plus à l'époque. Et on s'est dit, on va lancer Victor Investissement. Donc il y a eu un événement déclencheur, une rencontre en particulier? La rencontre entre Raphaël et moi, c'est une connaissance commune qui nous a mis en contact lors d'une soirée, à nous dire, tous les deux, vous êtes à fond dans l'immobilier, vous devriez vous rencontrer. On s'est rencontrés, et puis en effet, ça a fait la petite étincelle, et on s'est dit, oui, il y a quelque chose à faire. Et au début, le soir et le week-end, puisqu'on a tous les deux conservé nos postes dans nos boîtes respectives, donc le soir et le week-end, on se faisait des visites immobilières, conseiller nos premiers clients, comme ça, un peu de façon bricolée. Et puis au bout de 6 mois, on s'est dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il y a une bonne traction. En plus, c'est agréable. On est très orienté bouche à oreille, donc vraiment nos clients viennent du frère ou de la sœur de quelqu'un, du collègue, d'un ami. Donc c'est hyper agréable de travailler aussi dans ce contexte-là. C'est quelque chose qu'on a encore conservé aujourd'hui après 6 ans d'existence. On a créé la boîte en 2019 et c'est des choses qui perdurent. La première question que je pose à un nouveau client, c'est qui vous a recommandé ? Et s'il n'a pas été recommandé, il n'a pas le droit d'acheter? Non, quand même pas. On n'en est pas jusque-là et je ne voudrais pas avoir cette prétention. Mais non, évidemment, on est prêt à conseiller tout le monde et chaque projet est unique, chaque projet est intéressant. D'ailleurs, c'est assez marrant. Parfois, les clients qui ont un petit budget, peut-être 100 000 euros, me disent, mais est-ce que vous pouvez vous occuper de mon projet ? Est-ce que ça vous intéresse ? Bien sûr. Bien sûr. Et nous, d'ailleurs, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais ce qui fait l'intérêt de notre métier, ce qui motive l'équipe, c'est aussi la diversité des projets. Je pense qu'on n'aurait que des immeubles à 2 millions d'euros. À la fin, c'est rébarbatif, c'est toujours la même chose. De temps en temps, avoir un client qui est 100 000 euros, ça implique aussi de faire des choix, ça implique de faire les travaux différemment parce qu'on n'a pas le même budget, ça implique d'investir à des endroits différents parce que typiquement, avec 100 000 euros, on ne peut pas investir à Paris, donc il faut réfléchir différemment. Et tout ça, c'est des choses qu'on prend en compte et c'est ce qui fait l'intérêt de notre métier. Si tu veux bien, est-ce qu'on peut revenir sur cette phase où vous vous rencontrez tous les deux et puis petit à petit le projet mature? Ça m'intéresse parce que j'ai fait un post LinkedIn hier qui raconte à peu près ce que tu as vécu. Je disais, si tu veux créer ta boîte alors que tu es encore salarié, trouve ton associé avant de démissionner, parce que ça prend du temps, de l'énergie, et tu veux pas gaspiller ce temps-là. Génère tes premiers euros de revenus quasiment quand tu es encore en poste, et fais-le sur un domaine où tu n'es pas en train de te reconvertir complètement, mais tu es déjà bon sur le sujet. Ouais, absolument. Est-ce que tu es d'accord là-dessus ou... Ouais, tu as 100% raison. Après, je pense qu'il y a des nuances. Si, par exemple, tu as un filet de sécurité, tu as pu mettre une grosse épargne de côté, tu peux te dire je démissionne et je verrai ce qui se passe dans 1 an. Tu peux toujours faire ça. Mais oui, d'un point de vue plus classique, je suis 100% d'accord avec toi. Il faut t'assurer que ça matche avec ton associé. Et je suis persuadé que la réussite d'une boîte, au-delà de l'idée, au-delà de l'attraction du marché, réside dans l'entente entre associés. Nous jouons avec Raphaël, on est très, très complémentaires. Lui a des idées dans un sens, moi souvent dans l'autre sens, mais c'est justement ça aussi qui fait la force d'être associé. Je pense d'ailleurs, un conseil peut-être à donner aux gens qui voudraient se lancer, c'est que se lancer tout seul, alors je ne l'ai jamais fait donc je ne peux pas témoigner du coup, mais je pense que c'est très 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 dur. Et réussir seul surtout. Réussir seul, ça doit être très 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 dur parce qu'en fait, tu n'as personne à qui te confronter et la confrontation, c'est essentiel. C'est essentiel dans le business.
Et au début, du coup, c'est vraiment cette rencontre qui te décide à créer la boîte. Est-ce que tu l'aurais fait seul Je l'aurais pas fait seul, Non. typiquement. Ouais. Et je pense qu'il ne l'aurait pas fait seul non plus. Le Et fait comment d'être ça deux, se passe ces premiers mois? Du coup, vous êtes encore tous les deux en poste et vous commencez à en fait, maturer dès qu'on l'idée. s'est rencontrés, on a quand même vu qu'on avait la même façon de penser, la même volonté, la même direction. Et donc là, quand même, on s'est dit, on va créer une boîte. Ok. Donc là, on se l'est vraiment dit, ça s'est pas fait petit à petit en fait. On s'est rencontrés, on s'est dit, en 2 semaines, on a échangé nos points de vue, on a échangé notre vision. Je me rappelle des soirées entières à poser des business plans, se dire mais est-ce que ça tient la route, est-ce qu'on peut recruter des gens, comment on gagnerait notre argent, comment on conseille les gens, comment la première année se passe, comment la 10e année se passe. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà anticipées dès le début. Mais une fois qu'on avait posé ça, tous les deux, on s'est tout de suite dit ça y est, on crée la boîte, il n'y a pas vraiment de question. La question a plus été de à quel moment on quitte notre job. Et à quel moment, du coup? Et du coup, moi, ça s'est fait après 6 mois. Le temps de constituer une trésorerie, de valider aussi que le business fonctionnait, qu'on avait une traction, parce que c'est souvent pareil. D'ailleurs, au début, tu crées ton business sur la base des amis proches, donc ils sont très faciles à convaincre. Oui. Le problème, c'est qu'une fois que ces amis proches sont convaincus et sont passés à l'action, il faut voir le second rideau de clients, et c'est eux qui sont très durs à avoir. On a eu la chance de réussir à les avoir, je dirais pas facilement, mais de les avoir comme on avait prévu. Et c'est là où du coup on a eu le déclic et on s'est dit ça y est. Donc moi je quitte mon job. C'est ça le Raphaël lui, déclencheur. est resté plus longtemps dans son job aussi parce que son rôle était peut-être plus d'apporter les clients. Donc finalement c'était un peu le cheval de Troie dans son entreprise pour l'apport client. Mais ça ne nous empêchait pas, le soir et le week-end, de continuer à brainstormer ensemble sur l'entreprise. Et encore une fois, je regrette en rien qu'on ait fonctionné comme ça, puisque ça permettait d'avoir un regard extérieur. Le regard extérieur est aussi hyper important. C'est aussi pour ça que c'est important d'être deux. Quand on est tout seul, je pense qu'on a la tête dans le guidon et il y a peut-être des énormités qu'on fait ou des fausses routes et on ne les voit pas. Être deux avec une vision différente, ça permet aussi de se dire oula, attention, là, tu es sûr de ton idée, je pense que tu fais fausse route. Aussi bien d'un côté que de l'autre, ça nous est souvent arrivé de se dire ça ensemble. Donc là, ça fait combien d'années maintenant? Là, ça fait 6 ans depuis 2019. L'immobilier en lui-même, moi personnellement, ça fait 15 ans. Maintenant, Victor Investissement, ça fait 6 ans. Et du coup, tu dis que vous aviez dès le début essayé de prévoir les premiers 6 mois, la première année, les premières 10 années. Quel bilan tu t'arrives à tirer au bout de 6 ans? On est content. Alors évidemment, il y a eu des imprévus. Le principe d'un business plan, c'est que tu ne peux pas anticiper ce qui va se passer dans 10 ans, sinon ce serait trop facile. Il y a eu évidemment l'imprévu Covid qu'on a connu, qui nous a un petit peu ralenti. Il y a l'inconnu de la hausse des taux qui s'est faite d'un coup. Je pense que le fait que les taux réaugmentent, ce n'était pas inenvisageable. Au contraire, d'ailleurs, on a vraiment eu un phénomène d'accélération aussi bien sur les prix immobiliers que sur le nombre de transactions qui s'est fait il y a maintenant 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que les gens avaient bien conscience que les taux étaient anormalement bas. C'était presque, on était payé pour emprunter, donc c'était exceptionnel. Du coup, ça vous a aidé ce contexte-là? Ce contexte-là, évidemment, nous a aidés. C'est là aussi qu'on a vu naître beaucoup d'entreprises comme la nôtre qui conseillent en investissement. C'était, on va dire, le moment idéal pour acheter. Encore que, il y a 20 ans, on se disait les taux étaient à 15%. Pour autant, c'était encore plus le moment idéal pour acheter, sous réserve de pouvoir se le permettre, parce que le prix immobilier valait 3 fois moins cher. Donc en réalité, le meilleur moment pour acheter un immobilier, c'était toujours hier. Et ça, c'est aussi une règle d'or en immobilier. Donc voilà, il y a tous ces contextes qui nous ont un petit peu ralenti. Après, la hausse des taux a fait qu'on a eu quand même un ralentissement en 2023. Pourquoi? Parce que la hausse des taux a été tellement abrupte que le marché immobilier n'a pas eu le temps de réagir au niveau de la vente. C'est-à-dire que les prix de vente étaient toujours élevés. Pour autant, les taux étaient très, très élevés. Et donc, en fait, on s'est retrouvé, on parle d'un investissement financier quand on parle d'investissement locatif, mais on s'est retrouvé avec 2 modèles qui n'avaient plus rien à voir. 6 mois auparavant, on investissait, on avait 0 € d'effort par mois, on achetait un 2 pièces à Paris. Le lendemain, on se retrouvait à devoir mettre 400 € par mois d'effort. Donc, le modèle n'avait plus rien à voir, donc il a fallu rééduquer les clients, que les clients eux-mêmes se rééduquent. Pour autant, est-ce que le deuxième modèle, donc sortir 400 € par mois, n'a pas de sens? Ça a tout à fait du sens aussi. C'est du levier bancaire quand même. C'est 400 € qu'on sort, mais le loyer est plutôt de l'ordre de 1400 €. Donc en fait, il y a quand même 1000 € de levier bancaire qui existe. Donc le levier existe. C'est quoi qui fait que les gens ont eu du mal à s'adapter à ça? C'est se dire qu'on passe de c'est gratuit, j'ai 0 € d'effort, à je dois mettre 400 €. Oui. C'est simplement ça. C'est se dire du jour au lendemain, il y a toujours une phase d'adaptation. C'est comme si la paire de chaussures que tu voulais absolument, aujourd'hui elle est à 100 €, demain elle est à 200 €. Demain, tu l'achèteras peut-être pas tout de suite. Par contre, si dans 2 semaines, elle est toujours à 200, tu te diras, en fait, c'est le prix, je veux me l'acheter, je l'achète. Quoi. Et tu dirais qu'aujourd'hui, le marché s'est normalisé, les gens se sont adaptés au nouveau contexte, que ce soit les vendeurs ou les acheteurs? Il y a 2 choses. C'est qu'aujourd'hui, les vendeurs ont accepté aussi qu'il fallait baisser les prix. Les prix ont baissé depuis il y a 2 ans.
donc c'est un fait. Les acquéreurs ont aussi conscience que les taux étaient anormalement bas et que pour autant, les taux aujourd'hui sont encore bas. Oui, parce Ça, que c'est un point important. 3 ou 3,5, c'est Aujourd'hui, pas... on est à 3% à peu près. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur nos dossiers bancaires. C'est extrêmement bas. Par rapport à il y a 3 ans, c'est très haut. Oui. C'est 3 fois plus haut. Mais par rapport à un contexte, on va dire, macro, c'est extrêmement bas. Par rapport aux pays limitrophes ou même aux pays plus lointains, avec c'est extrêmement, extrêmement bas. Une inflation à 2,5, 3, voilà. on emprunte gratuitement. On emprunte à zéro toujours, quasiment. Oui, oui. Donc en fait, c'est toujours extrêmement bas. Mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est que les gens se sont juste réadaptés au nouveau contexte qui est celui d'aujourd'hui. Et donc, depuis quand ça va mieux à peu près? Depuis que les gens ont compris ça, je dirais qu'il a fallu à peu près 6 mois, donc depuis fin 2023. Fin 2023, je pense qu'on a vraiment vu les choses réaccélérer, en tout cas de notre côté. Là, mi-2024, je pense que ça a été le maximum. Les prix au plus bas, les taux qui commençaient à baisser, les clients qui ont vraiment senti que c'était la fin des soldes et qu'en même temps les taux baissaient, donc les prix allaient vite réaugmenter. Là, aujourd'hui, on voit que déjà que sur des zones où on investit, il y a beaucoup plus de tension à l'achat. Les acquéreurs sont revenus sur le marché, que ce soit les acquéreurs locatifs, mais aussi les acquéreurs pour des résidences principales. Donc c'est de nouveau les vendeurs, tu dirais, qui ont le pouvoir aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain équilibre. Okay. Mais l'équilibre va pas tarder à basculer en faveur des vendeurs, comme il l'était il y a 2 ans. Bon, moi j'ai envie d'acheter un appart, peut-être que je me dépêche. Peut-être que tu te dépêches. Ok, il me reste quelques mois. Bon, si on revient un peu plus sur toi, c'est quoi qui te motive au quotidien en tant qu'entrepreneur dans ce secteur? Je pense qu'il y a 2 facettes. Il y a l'aspect entrepreneur, le fait d'avoir sa boîte. Et moi, ce qui me motive le plus, c'est d'avoir mon équipe. Tu vois, par le passé, j'ai fait du rugby. Et c'est un des sports où je pense, en niveau d'esprit d'équipe, c'est assez fort. C'est quelque chose que je retrouve dans l'entreprise, que j'ai aussi voulu créer. C'est pour ça que vous êtes 15, retrouver. Tu t'es dit on reste à 15. C'est un bon point, tu vois, j'avais même pas fait le lien, mais ouais, t'as raison. T'as raison. C'est pour ça en tout cas que j'ai voulu constituer une équipe, une petite équipe. C'est un point, je pense, important à souligner sur Victor Investissement, c'est qu'on n'a jamais eu la volonté d'être 100 et on n'a pas la volonté d'être 100. Moi, je dis toujours aux clients, on ouvre des villes quand il est pertinent d'ouvrir des villes, quand on est convaincu que ces villes sont des villes d'avenir. Soit parce qu'il y a de la tension locative, soit parce qu'il y a une certaine plus-value lors de l'acquisition lors de la revente, qui peut être intéressante. Mais on ne va pas ouvrir des villes juste pour faire du business et se dire peut-être dans 2 jours on clôture la ville. Donc ça c'est un point important. J'en reparlerai peut-être, tu parlais tout à l'heure de certains échecs. Il y a une ville qu'on a ouverte pour la refermer rapidement. C'est absolument pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment ouvrir des villes et y être de façon pérenne. Aujourd'hui, on a en moyenne 150 appartements dans les villes dans lesquelles on opère. Donc ça montre quand même une certaine emprise locale. Ça explique aussi pourquoi on gère la taille moyenne d'une agence immobilière avec laquelle nous on travaille chez Garant.me, 150 lots. Ouais, et du coup, c'est ce qui nous permet, nous, d'avoir en local nos gestionnaires, puisque c'est toute la promesse aussi de Victor Investissement, c'est d'assurer un suivi sur la durée du projet. Et la durée du projet, c'est 20, 25 ans, 30 ans sur de l'immobilier. Donc en fait, tu ouvres une ville à condition que tu puisses en quelque sorte ouvrir une agence de gestion locative. Exactement, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Peut-être qu'on peut parler du coup à ce stade de les choix stratégiques que vous avez faits sur l'organisation de l'entreprise. Tu aurais pu te focaliser sur la phase d'investissement, puis ensuite donner les biens en gestion à un spécialiste de la gestion. Ou à l'inverse, tu aurais pu internaliser les travaux, que vous n'avez pas internalisé si vous êtes 15, j'imagine. Non. Comment vous avez jaugé ces choses-là et, sur quel métier vous vous êtes dit ça c'est pertinent de recruter des gens sur ces métiers-là, alors que d'autres non? Ouais, c'est un très bon point. Les travaux, non pas que ce soit une activité, je pense, rentable, mais c'est plus que c'est tout un tas déjà de maîtrise à avoir. Et je pense qu'il faut savoir être humble aussi dans le monde du business et savoir prendre les choses petit à petit. Nous, les travaux, maintenant, on a quand même nos équipes travaux qui sont certes pas en interne, certes pas en CDI, mais c'est nos équipes travaux avec qui on bosse depuis 5 ans, 6 ans. Qu'on a mis sur plein de chantiers et c'est comme s'ils faisaient partie de l'équipe, on leur fait une confiance absolue, ils nous livrent nos chantiers en temps et en heure en respectant les budgets. Donc c'est des indépendants. C'est des indépendants, mais que tu sollicites tout le temps. Qu'on fait bosser à 100%. Okay. Donc on n'a pas de contrat d'exclusivité, c'est pas notre volonté non plus, mais on les fait bosser à 100%. Donc ils bossent que pour nous. Ils nous sont hyper loyaux. Donc ça pareil, c'est hyper important. Et encore une fois, on les considère comme l'équipe. Donc tout à l'heure, quand je disais on est 15, oui, mais en réalité, c'est tout l'écosystème qu'il faut voir. Donc les travaux, pour l'instant, c'est en majorité comme ça, même si on est en train de réfléchir à de l'intégration. Mais c'est comme ça. Par contre, et surtout un autre point à ne pas oublier, c'est que les travaux, c'est un one-off. Les travaux, tu les fais tout de suite, ça dure 3 mois. Ensuite, les travaux sont finis, ils sont faits de façon qualitative. Tu peux donner l'investissement à ton client, tu es confiant pour que l'investissement perdure des années. La location,
c'est toute la vie. Ton locataire, il peut partir tous les 6 mois, il peut partir tous les 3 ans. Tu peux avoir des sujets locatifs tous les 6 mois. Si tu transmets la gestion de ton bien à une agence perdu le client, quoi. qui est pas bonne, déjà tu perds le client, tu garantis pas la qualité, et du coup, in fine, tu perds le client aussi. Donc c'est pas bon. Donc pour nous, c'était la priorité, c'était absolument de gérer la gestion locative nous-mêmes. Et ça passe pour le coup de l'expérience personnelle. Moi, j'ai eu confié mes biens perso à des agences. Et en fait, c'est pas pour leur jeter la pierre, c'est juste qu'ils n'ont peut-être pas la même motivation, pas la même responsabilité. Nous, on a une responsabilité infinie envers nos clients, dans le sens où c'est nous qui leur avons dit ce bien il est pour toi, ce bien il est parfait, tu vas l'acheter. Autrement dit, si ce bien se loue mal ou si tu as un souci en cours de route alors qu'on a fait les travaux avec nos entrepreneurs, en tout cas on se sent ultra responsable. Dès lors, on ne se voyait pas donner ça à une agence qui peut-être allait pas mettre le maximum d'efforts pour louer. J'ai un exemple là, on a un salarié qui vient de déménager à Lyon. Il était à Paris, il vient de déménager à Lyon. On l'a conservé dans l'entreprise pour justement, peut-être on en reparlera, mais ouvrir la ville de Lyon. Il a visité pendant les vacances de Noël et il était prêt à prendre l'appart dès le lendemain, un appart vacant, donc dispo à la location. Et la personne de l'agence lui a dit oula, mais là c'est les vacances, bon, vous m'enverrez le dossier, on regardera à la rentrée, quoi. Ok. Donc pour l'instant, le propriétaire a un bien. Donc le propriétaire a un bien vacant. Voilà. Au final, il n'a pas pris ce bien-là, d'ailleurs, il en a pris un autre. Mais nous, ça, c'est surtout ce qu'on veut absolument pas pour nos clients. Enfin, c'est impensable. Nous, on parle en jours. Et surtout à Lyon, où il y a une tension locative dedans, quoi. Exactement. Et ça, c'est des choses, j'insiste tous les jours auprès de nos équipes gestion. On ne parle pas en semaine, on parle en jours. Et encore, j'aime bien parler en heures. Et ça, c'est un truc essentiel en gestion. On est d'accord. On a la même approche du service client. Ouais, du coup, tu fais un peu la même chose et c'est essentiel. Donc, du coup, vous avez délégué en fait les travaux à des partenaires que vous utilisez de manière récurrente. Vous avez internalisé toute la gestion. C'est qui les profils qui rejoignent Victor Investissement sur ces métiers-là? Comment vous les choisissez? Et puis ensuite, c'est quoi la carrière qu'on peut avoir dans une boîte comme la vôtre? Ouais. Je pense qu'il faut distinguer les deux entreprises, Victor Gestion et Victor Investissement. Victor Gestion, c'est des profils immobiliers qui ont de l'expérience immobilière et qui ont vocation à gérer les biens. Quand tu dis profil immobilier, c'est quoi? Ils ont un background que ce soit personnel ou universitaire, ou les deux dans l'idéal. D'ailleurs, c'est ce qu'on plébiscite. Le but, c'est que la gestion locative, c'est des problématiques quotidiennes, très opérationnelles souvent, avec des locataires souvent, qui vont s'appuyer sur quelque chose qu'ils ont vu sur Google, qui vont s'appuyer sur des choses comme ça. C'est impensable d'arriver sans expérience et de se dire je vais répondre à ces mails-là, je vais répondre à ces sollicitations et je vais conseiller mes propriétaires de façon pertinente. Donc pour ce faire, nous, on prend des personnes expérimentées qui ont déjà fait ça dans des agences par le passé. Pour autant, notre volonté d'entreprise, c'est aussi de mailler expérience et fraîcheur. Et c'est pour ça qu'en fait, on a une équipe qui est plutôt jeune. En fait, on a des profils expérimentés accompagnés de personnes en alternance. Et notre but, c'est que l'alternance, c'est pas qu'un point de vue financier, c'est vraiment une volonté de faire grandir les personnes dans notre entreprise, de les forger à notre image et ensuite de les recruter. Et pour rebondir maintenant sur Victor Investissement, c'est beaucoup plus à l'appétence immobilière, au point de vue commercial aussi, c'est important d'être commercial, que ce soit avec les entrepreneurs, que ce soit avec les clients évidemment, que ce soit avec n'importe qui, les agents immobiliers. Le but, c'est de se vendre, c'est de vendre notre client pour que ce soit lui qui soit sélectionné pour l'achat de l'appartement qu'on a plébiscité. C'est de vendre le projet de notre client aux entrepreneurs pour que les entrepreneurs se disent ce projet est un projet facile, donc je ne vais pas surfacturer les travaux parce qu'il est facile, parce qu'on me l'a bien vendu. Donc nos profils doivent être commerciaux avant tout, évidemment appétence immobilière. Et je prends l'exemple, notre première recrue qui est Olivia, on l'a recrutée en alternance. À la base, elle était là en communication pour lancer notre site web. Enfin, c'était notre première recrue, quoi. M'aider à la communication, etc. Mais on l'a recrutée parce qu'elle avait cette appétence immobilière. Et aujourd'hui, donc elle est plus en alternance, elle est en CDI maintenant depuis 3 ans et elle fait conseiller en investissement locatif. Donc justement, j'allais te demander, vous créez des passerelles aussi sur certains métiers. Et ça arrive qu'il y ait des gens qui passent de la gestion à l'investissement ou l'inverse Absolument, sur d'autres métiers. absolument. Typiquement, là, on a Louane en ce moment qui est en alternance gestion, donc qui vient vraiment de l'immobilier. Et là, cette année, elle est à 50-50 entre la gestion et l'investissement. Justement pour se faire une conviction sur l'invest, aussi pour qu'elle ait ce regard. Quand on est uniquement focus gestion, on a moins le focus de qu'est-ce qui s'est passé avant, comment s'est construit l'appartement, quelles peuvent être les problématiques et surtout comment je les solutionne.
Donc c'est pour ça qu'on crée ces passerelles. L'immobilier, c'est quand même un métier qui s'apprend beaucoup sur le terrain. On a beau avoir des formations en interne, ce qui fait la différence, c'est le terrain. Et un point très important chez Victor Investissement, c'est que 99% de nos salariés ont acheté leur propre appartement locatif pour eux-mêmes se forger une conviction. Et je vois, c'est le jour et la nuit, quand on a un salarié qui parle à un client et qu'il a lui-même déjà fait un investissement ou qu'il ne l'a pas fait, C'est pas pareil. ça n'a rien à voir. Donc il y en a qui demandent un CV, une lettre de motivation. Vous demandez un acte de propriété avant Quasiment, de venir. en tout cas, je demande l'intérêt pour l'immobilier. Un autre point qui me tient à cœur, c'est la débrouillardise. Mais ça va avec le fait qu'en fait, notre métier, il est unique. Tous les jours, il y a des nouveautés. On pense tout savoir et en fait, on en apprend tous les jours. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'immobilier. De base, n'importe quel métier immobilier, je pense, à cet intérêt-là. Mais je pense encore plus sur de l'investissement locatif où en fait, on passe toutes les facettes de l'immobilier. Donc évidemment qu'on a des surprises tous les jours, bonnes ou mauvaises, ça dépend. Mais en tout cas, on s'ennuie jamais. Et du coup, ça implique d'être débrouillard, de savoir rebondir et de jamais prendre non pour une réponse, de pas non plus trop dire oui. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on sait faire, je pense, surtout quand on est débrouillard. Et ça, c'est une qualité qui est assez difficile à appréhender sur un CV. C'est quelque chose qui se voit en entretien, c'est quelque chose qui se voit aussi parce que les gens ont fait par le passé. Et d'où le fait de les prendre s'ils ont déjà fait un premier investissement. Exactement. Si tu dois regarder du coup les 6 dernières années, que ce soit personnellement ou au niveau de l'équipe, tu dirais que c'est quoi ta plus grosse fierté d'entrepreneur ? D'entrepreneur, c'est l'équipe qu'on a constituée. Je suis fier de l'équipe qu'on a constituée, d'aussi ce qu'on leur a appris. On a des gens qui sont expérimentés et qui l'étaient, on a des gens qui sont expérimentés et qui ne l'étaient pas. Donc c'est vraiment cette montée en compétences communes qui est assez intéressante. Après, si on prend maintenant du recul, c'est le nombre de clients qu'on a pu conseiller, c'est les quasiment 1000 appartements qu'on a mis sur le marché et qui permettent aujourd'hui de loger des gens dans des conditions assez sympas puisque c'est des appartements refaits à neuf. Donc voilà, c'est avoir son impact sur le marché immobilier, son impact aussi sur ce qui est fait. Il y a des villes, je pense notamment à Saint-Étienne où on est présent, où on a à peu près 1% du marché locatif. Donc 1%, ça ne représente pas grand-chose, mais à titre privé, c'est beaucoup. Où on a aussi mis en place des choses que les notaires locaux n'avaient pas l'habitude de faire, c'est se positionner sur des immeubles entiers, mais les faire acheter par plusieurs clients individuels. Et donc entre la promesse et l'acte, constituer une copropriété, constituer des lots et ensuite positionner nos clients un par un. Ça, c'est des choses qu'on a faites et qui n'existaient pas exactement et qui n'existaient pas forcément par le passé. Les premiers notaires, ils nous regardaient avec des yeux ronds à nous dire mais qu'est-ce que ça n'existe pas votre truc. Et en fait, en regardant juridiquement ce qui était faisable, si c'était tout à fait faisable. Donc ça, c'est des choses assez fiers d'avoir pu faire ça, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis de faire à peu près 200 appartements, ce mécanisme-là. Donc voilà. Après, les fiertés, je disais tout à l'heure, ça va du gros immeuble au petit appartement. J'ai l'exemple d'un client, là, pour 150 000 €, on lui a fait un magnifique 2 pièces à Saint-Étienne, pas à Saint-Étienne, à Marseille, plein soleil, balcon. Le client était ultra refait alors qu'il avait 15 000 € d'apport, quoi. Et jamais il aurait cru investir en immobilier. Et là, il se retrouve avec un 2 pièces magnifique. Comment ce type de personne vous connaît, passe par vous? Bouche à oreille. Bouche à oreille, c'est ça. Bouche à oreille, là en l'occurrence, c'était son frère qui avait investi avec nous, qui avait un profil différent. Du coup, son frère avait de plus grosses capacités financières. Du coup, justement, lui se disait, mais moi, je suis pas sûr de pouvoir, etc. J'ai moins d'apport. Voilà. Et au final, on l'a mis en contact avec un banquier à nous, en local. On lui a expliqué que, voilà, en fait, pour 150 000 € tout compris, il était capable d'avoir un bel appartement qui, pour le coup, est plus joli que sa résidence principale. Joli, je dirais pas ça, mais qui est plus grand et plus spacieux que sa résidence principale à Paris. Donc c'est une fierté. Voilà, il va vouloir déménager. Il va peut-être vouloir déménager. D'ailleurs, souvent, il nous le demande pour Marseille. Je veux un investissement hybride. Ça, c'est ce qu'on déconseille, par contre. Et peut-être deuxième question par rapport à ce type de profil. A priori, si c'est des personnes qui ont des petits apports, ils ne sont pas forcément prêts à payer un service d'accompagnement à l'investissement locatif. Comment aussi vous arrivez à convaincre des petits investisseurs de sortir un peu d'argent? Ouais, c'est une très bonne remarque, surtout que souvent l'apport est majoritairement constitué de notre commission, qui est plus difficilement empruntable qu'en France. On sait qu'à emprunter le montant de l'immobilier, c'est très facile. Ce que je dis toujours, c'est qu'en immobilier, c'est très facile de faire des bêtises. La bêtise, elle dure 20 ans et la bêtise peut coûter très, 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 très cher. Quand on s'est mis dans cet état d'esprit, notre commission paraît ultra dérisoire. Sur ces montants-là, on parle à peu près de 10 000 €. Donc 10 000 € sur de l'immobilier, c'est quand même chaque bêtise coûte 20 000. Chaque bêtise coûte 20 000, exactement. Sur le prix d'achat, je suis persuadé qu'on fait souvent économiser 5 à 10%. Voilà, rien que là-dessus, nos honoraires sont économisés. Sur les travaux, le fait de ne pas avoir 3 mois de retard, 3 mois de retard avec un loyer à 700 €, voilà, ça fait déjà 2 000 €.
ils ont économisé 2 000 €. Les travaux en eux-mêmes, si tu es un particulier, que tu vas avoir un entrepreneur, il va te dire tiens, pour toi, c'est 30 000 €. Moi, peut-être que j'ai le truc à 25 000. Là où on est très fort aussi, c'est que l'ameublement, c'est de la location meublée majoritairement. L'ameublement, nous, on le refacture au réel. Donc en fait, on ne prend pas de marge. C'est une facture au réel. On a la liste des meubles. En général, c'est entre 3 et 4 000 € pour un appartement. Ça, pareil, le particulier, alors sauf à se dire le week-end, je vais moi-même meubler mon appartement, il l'aurait fait faire par quelqu'un, ça aurait coûté de l'argent. Donc au final, quand on décortique bout à bout, je pense que notre commission se justifie largement. Donc je ne suis pas inquiet là-dessus. Après, c'est des choses qu'on explique aux clients. Mais en général, et je touche du bois, j'espère que ça va continuer, mais les clients viennent par le bouche à oreille. Du coup, ils sont plutôt convaincus par la pertinence de notre service. Donc on n'a pas trop à justifier notre commission. Et peut-être pour continuer cette parenthèse, finalement, tu dirais que le principal frein pour franchir le pas et faire de l'investissement locatif, il est où ? Il y a beaucoup de gens qui procrastinent sur l'investissement immobilier. Moi, autour de moi, si je prends 10 amis un peu comme ça, de façon random, je pense qu'il n'y en a que 2 qui sont passés à l'action. Le frein, c'est se dire je saute le pas. C'est un montant qui est important. Et se dire, je mets 200 000 € là-dessus, c'est quelque chose d'important. C'est pas moi qui les mets, c'est la banque. Mais mentalement, les gens, c'est ce qu'on leur explique, mais mentalement, les gens ont l'impression de mettre 200 000 € et se disent, je vais être bloqué avec ça. En fait, déjà, 200 000 €, donc comme tu le dis, c'est en grande majorité la banque. Donc en réalité, personnellement, on va peut-être mettre 20 000 €. Ensuite, on n'est pas bloqué tant que ça. En réalité, un bien immobilier, ça peut se revendre. Et nous, d'ailleurs, c'est des caractéristiques qu'on regarde à l'achat. Certes, il faut que ça se loue, mais surtout, il faut que ça se revende. C'est pour ça, c'est un point important chez Victor Investissement, on ne propose pas de colocation. En tout cas, de colocation démesurée. Par exemple, des colocations de 5 chambres en banlieue parisienne, ça, on ne va pas le conseiller. Certes, ça peut bien se louer à court terme. Par contre, le jour où on veut revendre, c'est quelque chose qui est difficilement liquide. Nous, on ne conseille pas ça. On va plutôt conseiller des 2 pièces, des 3 pièces dans des centres-villes. Demain, ça peut être revendu aussi bien à un investisseur qu'à un particulier qui veut en faire sa résidence principale. Et du coup, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, ça se revend. C'est une question de liquidité. Parce qu'en réalité, si on disait aux gens, mets 20 000 € sur un livret A et on te l'abonde de 180 000 €, ils le feraient tout de suite. Exactement. Mais c'est parce qu'il y a la pierre qui est derrière. Il y a cette notion de liquidité qui fait peur et il y a cette notion de risque aussi, quand même. En immobilier, les mauvaises nouvelles se répandent plus vite que les bonnes. Et on a toujours cet oncle, cette tante qui a eu de son arrière-grand-mère une histoire d'impayé. Et c'est l'impayé. Ça existe, les impayés de loyer. Et c'est quelque chose qui peut hanter, qui fait peur, parce que ça existe. Maintenant, être accompagné de professionnels, ça permet aussi de se prémunir contre ces problèmes-là. Et c'est nous, En général, quand j'ai les clients au téléphone pour la première fois, je leur dis, c'est très bien que vous m'ayez eu au téléphone, je vais vous faire franchir le pas, et dans 2 ans, vous serez très content de l'avoir fait, vous aurez envie de faire un nouvel investissement. Non, je confirme. Moi, j'en ai fait un et puis un deuxième parce que je trouvais ça... En général, après, on ne s'arrête plus. Ouais. Pour l'instant, j'ai plus les apports. Mais... Voilà, sous réserve, évidemment. C'est souvent... En général, c'est la banque qui dit stop, c'est pas soi-même. Alors, je referme cette parenthèse pour revenir sur toi. Si tu devais là faire un bilan sur un échec que tu as traversé sur les dernières années, soit personnellement, soit collectivement avec la boîte, ça serait quoi ? Je pense, il y en a 2 à échelle différente. Je t'en parlais tout à l'heure, je crois. On avait mis beaucoup d'énergie sur l'achat d'un immeuble à Paris, un gros immeuble dans le 9e. Malheureusement, le projet était trop beau, la mairie nous l'a préempté. Pour faire quoi ? Logements sociaux et après, aussi des logements. La préemption, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la mairie, sur toute acquisition immobilière, a le droit. En fait, la mairie est interrogée sur une acquisition immobilière. Le notaire demande à la mairie, est-ce que vous voulez acheter ce bien à ce prix-là ? Et la mairie a un droit de priorité versus l'acquéreur. En l'occurrence, là, la mairie s'est dit, ils ont bien négocié le prix. C'est le cas sur tous les biens. C'est le cas sur tous les... Alors, ça dépend des zones. Mais si on prend l'exemple de Paris, ce n'est pas le cas s'il y a un seul lot. D'accord. Si tu achètes un seul appartement, ils n'ont pas cette possibilité-là. Par contre, dès que tu as plus d'un lot, la mairie a la possibilité de préempter. En général, ils ne vont pas préempter un appart classique dans un immeuble. Mais là, en l'occurrence, c'était un gros immeuble dans le 9e. Évidemment, on avait fait le taf de bien négocier, de bien ficeler le projet. La mairie a vu juste puisqu'elle nous l'a préempté. Donc ça, c'était une frustration et un échec. Tu as fait l'ameublement pour eux aussi ou pas ? Non, parce que là, c'est un autre sujet, mais la mairie, potentiellement, là, dans 3 ans, l'immeuble en est au même stade. Alors que nous, en 12 mois, on aurait fait 12 appartements et ça y est, ils étaient loués. On avait mis sur le marché 12 appartements, c'est sympa. Bon, c'est un autre sujet. Mais ça, c'est un échec parce qu'on a mis beaucoup d'énergie. Et au final, on ne s'était pas prémuni contre ce risque de préemption. Bon, malheureusement, on n'y pouvait pas grand-chose et du coup, ça ne s'est pas fait. Maintenant, non,
L'autre échec qu'on a, et malheureusement, je discutais avec un client il y a 2 semaines sur le sujet, c'est on a ouvert la ville de Rouen il y a maintenant 1 an et demi. On y a fait moins de transactions que prévu. C'est quoi vos objectifs? En fait, c'est toujours pareil, se faire la centaine d'appartements et pouvoir mettre en local des gestionnaires, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a commencé Rouen, donc il y a 1 an et demi, même 2 ans maintenant. Ensuite, il y a eu la hausse des taux. Et la hausse des taux, cumulée à tout ça, a fait que c'était plus du tout intéressant d'investir à Rouen. Cumulé à ça, un faible volume sur le marché. En fait, on n'a pas été capable de tenir nos objectifs de volume sur Rouen. Et donc, malheureusement, on a dû dire à nos clients sur place, on n'a pas de gestionnaires locaux. Et donc, on a confié. Ça se passe très bien, hein, il n'y a pas de couac, de choses non louées ou quoi que ce soit. Tout se passe très bien. Malheureusement, voilà, le fait de dire à quelqu'un avec qui on a noué une relation de confiance, désolé, on va te donner à une autre agence, ça fait mal au cœur. Après, nous, on fait bien sûr le travail d'aller chercher une agence de confiance en local, etc. Donc, je ne suis pas inquiet. Mais voilà, c'était quand même un échec parce que nous, on dit à nos clients, on s'inscrit dans la durée avec vous. En fait, nous, notre promesse, c'est qu'on va être l'interlocuteur unique sur tous les sujets immobiliers de nos clients. Et notre réflexe, c'est de leur dire oui. Ensuite, on réfléchit comment on peut faire. On ne fait pas tout. Il y a des sujets où on va leur dire ça, on ne peut pas te le faire, mais on va te mettre en contact avec un interlocuteur de confiance. Je pense par exemple à un client qui nous a confié un très, très, très bel appartement à vendre à Paris à plusieurs millions d'euros. C'est pas notre segment. Typiquement, ça se vend beaucoup en off-market et il faut avoir le réseau qui correspond. On l'a confié à quelqu'un qu'on connaît. Mais à l'inverse, sur d'autres sujets qui sont pas tout à fait de l'investissement locatif, mais qui restent sur de l'immobilier, on est capable d'y répondre. Donc c'est un échec, mais bon, si on prend un peu de recul, vous vous êtes pris une vague qui était non attendue, non maîtrisée. Ça arrive. Après, de toute façon, je pense que c'est impossible de monter une boîte et d'avoir un business sans échec. Après, l'idée, c'est que les échecs aient le moins d'impact possible sur les clients. Dès lors, je pense que c'est un échec acceptable. On arrive bientôt à la fin de l'enregistrement. Tu sais qu'on enregistre aussi ce podcast donc pour des étudiants, en particulier pour notre partenaire de l'ESPI. Du coup, j'aime bien poser une question un peu rituelle. Est-ce que tu aurais un secret pour réussir dans l'immobilier qu'un jeune peut appliquer aujourd'hui? Je ne sais pas si j'ai un secret. J'aurais un secret, je pense que je le vendrais. Non, mais je pense qu'en immobilier, il faut savoir être curieux, il faut savoir être flexible, il faut savoir dire oui, il faut savoir dire non. Je pense que ces 2 derniers points sont hyper importants. On est tout le temps sollicité en immobilier. À quoi tu jauges pour dire non, toi? Justement, il faut être capable de jauger vite. Sinon, on peut passer et perdre beaucoup de temps à étudier des choses, des opportunités qui n'en sont pas. Donc après, on a ces petites astuces. Être capable de vite calibrer une zone. Après, la chance d'une équipe, c'est aussi qu'on est capable de sous-traiter certaines décisions. Donc de demander à des personnes compétentes d'étudier une proposition qui nous a été faite. Donc voilà, il faut être capable de dire non pour ne pas perdre de temps et se concentrer sur les choses sur lesquelles il faut dire oui. Après, je dirais, il faut penser à dire oui. Le métier de l'immobilier est large, il y a toujours des solutions. Même quand on pense qu'il n'y en a pas, il y en a toujours. Donc je pense que le réflexe, ça doit être de dire oui et ensuite de réfléchir à une solution la plus intelligente possible. Ça, c'est des choses que je fais beaucoup au quotidien. Et si tu repenses à qui t'étais quand tu as fait ton premier investissement locatif à 18 ans, est-ce qu'on a cette lucidité à cet âge-là? C'est quoi les clés qu'on peut avoir? Je pense, alors c'est facile à dire avec l'expérience, mais je pense qu'il faut pas trop hésiter. Ça semble fou de dire ça, mais je pense qu'on hésite plus pour acheter une paire de chaussures qu'acheter un immeuble. Et dans la réalité, c'est ce qui se passe. La paire de chaussures, elle va t'attendre, c'est produit en série et t'en as beaucoup. Ouais. Un bien immobilier, l'opportunité, elle est là aujourd'hui. Tu as forcément des investisseurs plus expérimentés que toi. Toi, ça va te prendre 3 heures à réfléchir. Eux, ça va leur prendre 2 heures. C'est eux qui auront le bien et toi, tu ne l'auras pas. Donc, tu n'auras pas fait ton investissement. C'est dur à appréhender quand tu es nouveau. C'est dur à appréhender quand tu n'as pas l'expérience. Mais je pense qu'en immobilier, pour réussir, il faut être capable de prendre des décisions rapides. Maintenant, les décisions rapides, en général, elles sont éclairées avec l'expérience. Ouais, surtout qu'au début, on n'a rien à perdre, donc il vaut mieux y aller. On n'a rien à perdre. En même temps, il ne faut pas s'embarquer sur un investissement qui peut s'avérer être une erreur. Il faut faire attention. Il y a quand même pas mal de choses quand on fait un investissement à prendre en compte. Des choses évidentes comme la localisation. Je pense que les 3 premiers critères quand on investit, c'est la localisation. Et après, on réfléchit au critère numéro 4. Mais il y a aussi tout un tas d'autres choses à prendre en compte. Les charges, l'état de la copropriété, l'évolution du marché aux alentours. Voilà, tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Encore une fois, avec l'expérience, c'est des choses qu'on sait et auxquelles on n'a pas besoin de réfléchir pour se positionner sur un appartement. Quand on est nouveau sur le secteur, évidemment, le temps de faire toute cette réflexion, il y a toutes les chances que le bien soit plus disponible. Merci pour ton conseil. Ce sera la conclusion de cet épisode d'Imo Stories. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié l'échange avec Aurélien aujourd'hui.
Je profite de la fin de cet épisode pour remercier de nouveau Lespi, notre partenaire sans qui l'existence du podcast ne serait pas possible. L'épisode est disponible sur guarantme.fr dans la section podcast et puis sur toutes les plateformes de diffusion. Je vous remercie pour votre écoute. À la prochaine.